Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à ce webinaire numéro 3 du programme Acté de la Carène qui concerne l'éclairage public et qui va confronter les enjeux de sobriété et protection de la biodiversité nocturne. Donc on va étudier ce sujet multidisciplinaire sous différents aspects. Donc voici quel est le programme. On aura 5 parties, le webinaire va durer jusqu'à 12h15 comme d'habitude et on pourra prolonger les échanges jusqu'à 12h30. Alors, au menu, comme à chaque webinaire, je vais d'abord commencer par présenter les définitions et notions de base, les points réglementaires pour que tout le monde comprenne bien ce que disent les intervenants par la suite. Voilà, sur ce sujet qui est au croisement entre l'énergie, différentes applications de l'éclairage public, en urbanisme notamment, et la biodiversité. Ensuite, on aura un point un peu plus scientifique qui sera réalisé par Enora Perron, qui est donc chargé d'opération au PNR de Brière et qui nous expliquera l'impact des nuisances lumineuses sur la biodiversité nocturne. Donc, ce sont des données qui sont issues de recherches relativement récentes. Et donc, ça permettra de mieux comprendre quels sont les impacts et comment ensuite c'est possible de travailler pour réduire ces impacts sur cette biodiversité. Ensuite, on fera un petit point, donc Fabien Jaini du TE44 ex-Sidela, et moi-même, on fera un petit point sur l'éclairage public sur le territoire de la Carène, donc les données, quelle est la présence du syndicat sur le territoire, etc. Vous verrez qu'il y a différents niveaux d'implication selon les communes. Et on basculera sur un projet local, donc à chaque fois on essaie dans les webinaires de mettre en valeur des projets locaux. Là ça tombe bien, on a un très bon projet local sur le territoire. Le PNR Brière lance une démarche de trame noire et donc ça concerne les communes de la Carène également. On verra ce qu'est une trame noire et on verra en quoi ça permet d'avancer vers une cohérence intercommunale sur les politiques d'éclairage public, notamment au regard de la biodiversité nocturne. Et enfin, à chaque fois dans les webinaires également, on essaie d'être concret, d'être pratique envers les personnes qui nous écoutent, et on essaiera de montrer concrètement qu'est-ce qu'une commune peut faire pour mettre en place un plan d'action pertinent d'éclairage public qui associe sobriété, efficacité aussi, je ne le dis pas, mais il y a aussi l'efficacité dans la rénovation des points lumineux et protection de la biodiversité. Donc avec Fabien et moi-même. Et donc, l'idée sera de montrer ce que vous pouvez faire en termes de diagnostic et de plan d'action. Donc, y a-t-il des questions pour l'instant déjà sur ce programme? Non, eh bien, ça veut dire que ça a l'air de vous intéresser, de vous allécher. Alors, on y va. Je commence par des grands enjeux sur l'éclairage public. Donc, l'éclairage public, c'est un sujet qui est multidisciplinaire, à la croisée de divers enjeux. Donc d'abord, quelques chiffres sur le parc français que vous voyez s'afficher, 11 millions de points lumineux, 40% des consommations électriques des collectivités, etc., etc., 2 milliards d'euros de budget annuel. Donc c'est un sujet qui est relativement conséquent pour les collectivités et qui est à la croisée de différents enjeux sociétaux, la sécurité, les déplacements dans les zones urbaines, périurbaines et rurales, énergétique bien sûr, avec l'importance de faire des économies d'énergie, financier, vous avez tous vu l'augmentation des prix de cette année, et donc en contrôlant la quantité d'éclairage, on peut arriver à réduire les factures. Environnementaux, qui est le sujet notamment du webinaire d'aujourd'hui. Il y a des impacts sur la biodiversité. Indirectement, la biodiversité, c'est aussi l'agriculture, puisqu'il y a des impacts sur des insectes qui pollinisent, donc tout ça se répercute. Des enjeux touristiques et patrimoniaux, bien sûr, pour mettre en valeur les bâtiments classés, les œuvres, etc. Et donc, ça participe à l'attractivité du territoire. Et aussi de cadre de vie, de santé, puisqu'il y a eu des études qui ont montré que trop d'éclairage, notamment trop d'éclairage bleu ou blanc, ça pouvait aussi perturber le sommeil de nos concitoyens. Et enfin, il y a aussi des enjeux culturels et éducatifs, c'est aussi intéressant de se réapproprier le ciel nocturne, de redécouvrir les animaux de la nuit, etc., de pouvoir observer le ciel. Donc, c'est aussi un capital culturel à préserver. Donc tout ça, ça plaide dans l'importance de développer un éclairage le plus utile, à la fois maîtrisé et responsable possible. Alors le parc actuel au niveau national, il a aussi des défis. Il y a des luminaires qui sont anciens. C'est possible de faire des gains assez importants en passant à la LED ou à d'autres technologies. Pour l'instant, le taux de pénétration LED est seulement entre 15 et 20%.
Le parc se renouvelle petit à petit, hein, au rythme de 4 à 5% par an. SHP, ça veut dire sodium haute pression, là c'est une des technologies, on verra tout à l'heure ce que ça veut dire. Et aussi, moi j'ai rajouté que c'est une consommation énergétique qui pèse sur la demande en électricité lors de l'allumage en début de soirée. Alors, sans rentrer dans les détails, en fait, en électricité, ce qui est compliqué pour le réseau électrique français, c'est le moment où il y a des pointes. C'est là où ça coûte cher, on met en œuvre des moyens de production onéreux, comme une centrale à gaz, etc. Donc, c'est pas tant la consommation d'électricité qui pose des problèmes que le fait qu'on ait une pointe à un moment à 19h et l'éclairage public fait partie de la pointe. Donc, c'est d'autant plus intéressant d'essayer de limiter son impact. Et par ailleurs, bien sûr, il y a des nuisances lumineuses qui sont générées et qui entraînent, on le verra, une fragmentation des écosystèmes. Par ailleurs, il y a la Cour des comptes qui a montré que, au niveau plutôt, on va dire, politique, hein, et administratif, il y a aussi un manque de mutualisation à l'échelle intercommunale, un manque de connaissance générale du patrimoine public, une compétence qui est voilà, un peu répartie entre les différents niveaux territoriaux, et une nécessité d'investir rapidement. Ça, c'est aussi des enjeux qu'on va creuser dans le comment faire. On verra que faut avoir réponse, c'est pas forcément de tout faire soi chez soi, mais qu'il y a un intérêt à dézoomer un peu du niveau de la commune et de regarder ce qui se passe au niveau intercommunal, voire départemental. Donc, finalement, le but, hein, très globalement, c'est d'aller vers un éclairage utile, maîtrisé et responsable. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, hein? Utile, c'est d'éclairer là où et quand il y a un besoin, avec une qualité et une quantité de lumière ajustée. Donc, vous voyez, par exemple, pas comme sur l'image qu'on a sur la droite. Maîtriser, donc c'est d'avoir une bonne connaissance du parc, de réaliser un diagnostic, de hiérarchiser les investissements et d'adapter l'approche à les techniques en fonction des besoins précis. Donc ça, Fabien du syndicat pourra bien nous expliquer concrètement qu'est-ce que ça veut dire. Là, on est encore dans les généralités. Et responsable, ça implique une réflexion importante en amont, une réflexion sur les technologies utilisées, le fait qu'il y a un impact dans la durée, hein, sur toute la durée de vie du parc, et éventuellement le fait d'associer des citoyens à la réflexion ou différentes associations ou groupes qui auraient un avis sur le sujet, afin de prendre une décision en connaissance de cause. Alors, au niveau réglementaire, il y a un arrêté qui est important concernant l'éclairage public, c'est celui du 27 décembre 2018 relatif aux nuisances lumineuses. Avant cet arrêté, il n'y avait pas vraiment d'encadrement réglementaire, on était sur des préconisations, des bonnes pratiques, des normes, etc. Alors cet arrêté, il a dit pas mal de choses, hein. Il s'applique à l'éclairage extérieur, public et privé, dans la voirie, et donc à tout un tas d'endroits où il y a des éclairages, donc il est assez généraliste. Et il a un certain nombre de mesures, on ne rentre pas dans l'ensemble des mesures, mais globalement, il y a une extension qui est obligatoire pour certaines installations d'éclairage, l'interdiction d'éclairer les cours d'eau, par exemple, les surfaces des eaux, voilà, pour la protection notamment de la biodiversité. En zone littorale, les points lumineux ne doivent pas être perceptibles depuis la mer. Alors, juste un petit détail aussi pour rappeler que les nuisances lumineuses, ce n'était pas que l'éclairage public, hein. L'éclairage public, ça n'est que 35%. Alors ça, c'était une étude de Ville de Paris, hein, donc évidemment, les chiffres varieraient assez largement sur le territoire. Mais en tout cas, au-delà des chiffres, vous voyez que l'éclairage privé, dans ce cas-là, est supérieur à l'éclairage public. Il y a également les véhicules qui ont un impact. Mais l'éclairage privé, comme toujours, on a beaucoup moins de marge de manœuvre dessus. Et donc, l'idée, c'est d'essayer de faire le mieux possible sur l'éclairage public. Cet arrêté, il dit aussi qu'il faut supprimer tous les luminaires de type boule. ULR, c'est en anglais, hein, c'est la quantité de lumière qui est émise au-dessus de l'horizontale, et donc qui ne sert pas à grand-chose pour éclairer le territoire, et qui au contraire vient créer un halo dans le ciel et créer un certain nombre de nuisances, donc on y reviendra. En tout cas, ces luminaires anciens doivent être supprimés pour le 1er janvier 2025. Il y a également, ça on y reviendra aussi, ce qu'on appelle une limitation de la couleur. On parle de température de couleur, hein. La couleur peut être décrite par ce qu'on appelle une température de couleur, hein. C'est une unité physique qu'on appelle les Kelvin, hein. C'est une manière de caractériser la lumière, on y reviendra. Et donc, les lumières trop blanches, trop bleues également sont limitées. Donc, suite à cette présentation généraliste des enjeux et du cadre réglementaire, on va maintenant s'intéresser à un sujet qui est encore assez peu connu. Et pour ça, je vais laisser intervenir une spécialiste, Enora Perron du PNR de Brière.
qui va nous parler de l'impact sur la biodiversité avec en plus des jolies photos. Et Nora, je te laisse, je garde la main sur le Merci Frédéric. diaporama, mais je te laisse. Ça marche, merci. Voilà. Super. Bonjour à tous. Je vais faire un petit zoom du coup effectivement sur les conséquences de la lumière artificielle sur la biodiversité. Est-ce que tu veux Donc te présenter effectivement, en un instant, pardon, Nora, je t'ai oui, pas pardon. présenté, Donc, en fait, je suis chargée de mission biodiversité au Parc naturel régional de Brière. Et il s'avère que cette année, on entame une action, un projet en fait de tram noir sur tout le territoire du parc. Et donc, effectivement, c'est vrai que j'ai travaillé jusqu'ici sur les atlas de la biodiversité communale. Et à travers ces atlas, on a pu mettre en avant en fait des enjeux de biodiversité nocturne, notamment en termes de chiroptères sur le territoire. Donc, c'est une des actions qu'on va mettre en place effectivement suite aux atlas de la biodiversité qu'on mène sur le parc depuis 2019 maintenant. Et donc, si on parle donc d'effet de la lumière sur la biodiversité, en fait, on sait depuis depuis longtemps que l'alternance du jour et de la nuit en fait marque le vivant depuis son origine, et donc constitue un paramètre environnemental très structurant. On sait notamment que 30% des vertébrés et 60% des invertébrés sont tout ou partie nocturnes. Donc, les conséquences de la lumière vont être vraiment importantes sur tous ces groupes d'espèces. On va avoir vraiment des conséquences sur beaucoup de groupes biologiques, qu'ils soient faunistiques ou floristiques finalement, et quels que soient les milieux, donc que ce soit dans les environnements terrestres, marins ou même d'eau douce, etc. Et voilà, donc, on verra à travers quelques exemples par la suite que cette lumière artificielle elle va agir de manière globale sur la dynamique des populations et des flux génétiques entre ces populations-là. Et donc, c'est considéré comme une nouvelle source de fragmentation et de disparition des habitats aujourd'hui, au même titre que l'artificialisation des sols, par exemple. on a un Alors, tout petit peu de jargon. Est-ce que tu voudrais nous indiquer en quelques mots ce que sont les métapopulations et les flux génétiques? Alors, effectivement, peut-être que j'en parlerai sur la diapo, sur la trame verte et bleue. Ce sera Mhm. plus visuel pour expliquer les métapopulations, mais on va y revenir juste après. D'accord. Alors, je te laisse continuer. Donc effectivement, on va retrouver deux types de pollution lumineuse impactantes pour la biodiversité. Une pollution lumineuse plutôt indirecte, due au halo lumineux, donc induite par l'effet de, en fait, tout simplement diffusion de la lumière dans l'atmosphère. Donc c'est une pollution lumineuse qui va agir plutôt à distance, à grande échelle. Et puis on va avoir une pollution lumineuse directement à la source, sous le réverbère, qui va induire par exemple des éblouissements et puis des effets de pluie écologique pour certaines espèces. Donc on va avoir un effet plutôt à l'échelle globale et un effet à l'échelle locale. Et donc, face à la lumière, on a aussi un mécanisme de base qui, en fait, tout simplement, certaines espèces vont fuir la lumière, donc notamment tous les groupes d'espèces comme les mammifères nocturnes ou les amphibiens qui vont avoir tendance à fuir cette lumière artificielle de nuit, et notamment pour éviter la prédation, tout simplement pour ne pas se faire voir. On sait même que dans la nuit naturelle, certains vont même être amenés à suspendre même leur activité lors des nuits de pleine lune. Donc, à quel point on voit que ça peut avoir des impacts assez importants. Et puis, pour d'autres groupes d'espèces, certains vont être attirés tout simplement par la lumière, et c'est le cas des insectes, par exemple, qui en fait vont s'orienter grâce aux astres, au ciel étoilé. Et en fait, ces lumières-là vont les désorienter, ils vont se retrouver piégés sous ces réverbères. Et donc, ils vont soit mourir d'épuisement tout simplement en tournoyant autour des réverbères, ou soit ils vont être brûlés par la chaleur des lampes. Mais aussi, ils vont être prédatés par certaines espèces qui vont être attirées par les réverbères, tout simplement parce qu'il va y avoir une bonne source d'insectes en dessous, et c'est le cas des chauves-souris, par exemple. Donc voilà. Et donc, on se retrouve en fait avec, c'est la deuxième cause de mortalité chez les insectes après les insecticides. Donc voilà
on va avoir vraiment des grosses perturbations dans les relations proie-prédateur aussi, dues à ces effets de la lumière artificielle. Donc, ce qu'on disait, c'est qu'on a un panel de biodiversité, de groupes d'espèces qui vont être impactés par la lumière, alors différemment selon les groupes d'espèces et en fonction du spectre que va avoir le réverbère en question. On voit notamment, et ça a été montré, que la couleur, les ondes spectrales plutôt dans l'orangé seraient moins impactantes pour la plupart de manière générale pour la biodiversité, puisqu'on voit qu'il y a moins d'impact, moins de groupes concernés. Néanmoins, on a quand même un impact sur certains groupes, donc il n'y a pas de lumière parfaite pour la biodiversité. Alors peut-être que je vais te passer la main ici, Oui, voilà, Frédéric, pour le spectre. le physicien de formation que je suis se propose d'expliciter peut-être un tout petit peu pourquoi on parle de spectre là d'un coup. Je ne sais pas si tout le monde est familier avec cette notion. C'est parce que ça va nous servir après. En fait, la lumière, c'est une onde électromagnétique, comme les ondes radio, les micro-ondes et un certain nombre d'autres ondes qui sont plus ou moins dans notre quotidien. Et donc, c'est un phénomène qui peut se caractériser par soit sa fréquence, à quelle vitesse ça oscille, ou par sa longueur d'onde, combien il y a de distance entre deux maximums de cette onde. Alors, ce sont des toutes petites distances, hein, on ne le voit pas bien sûr à l'œil nu, hein, ce sont des millièmes et des millionièmes de micromètres. En tout cas, c'est ainsi qu'on peut caractériser différentes, ce qu'on appelle bandes du spectre. Et la lumière n'est pas toujours composée des mêmes fréquences. Parfois, elle aura des fréquences plus ou moins élevées. Et dans une certaine partie du spectre, ces fréquences se traduisent par des couleurs. Donc on les voit, hein, ce sont différentes couleurs, chacune a sa fréquence associée, on les voyait tout à l'heure hein, ici. Alors c'est soit des fréquences, soit des longueurs d'onde, c'est à peu près équivalent. Hein. Vous voyez, c'est une unité qui est exprimée en nanomètres là. Mais il y a aussi des bandes qu'on ne voit pas. Au-delà du rouge, c'est l'infrarouge hein, qui se sent, hein, c'est la chaleur des braises qui ont fini de devenir, elles sont plus rouges, elles deviennent noires, mais elles sont encore chaudes, hein, vous les sentez, vous sentez l'infrarouge. Et pareil, ultraviolet dans la lumière du soleil, vous savez ce que c'est, hein, les UV. On ne les voit plus, mais ils existent bien quand même et ils peuvent avoir des impacts. Donc quand on parle de spectre et de franges lumineuses, c'est de ça qu'on parle, c'est en gros des couleurs, hein, parfois certaines franges de lumière qu'on ne voit pas mais qui existent quand même. Et on va essayer de comprendre, comme l'a dit Nora, quelle frange a plus d'impact et du coup de cibler les franges qui ont le moins d'impact et en plus d'avoir des émetteurs, donc des lampes, hein, des points lumineux qui ont une frange la plus limitée possible. Le soleil, lui, il rayonne dans toutes les couleurs, hein, toutes les fréquences. Les LED, par exemple, pourraient probablement être plutôt du côté bleu-violet, et il y a d'autres technologies qui émettent plutôt par là, et parfois avec une bande très limitée. Et l'intérêt de ça, c'est que ça permet de vraiment limiter au maximum la perturbation de la biodiversité. Ici, par exemple, vous voyez des exemples de spectres de différentes lampes. Par exemple, les LED, hein, on retrouve les Kelvin. Hein, 4000 Kelvin, c'est plus bleu que 3000 Kelvin, c'est plus chaud. Vous voyez qu'une LED, ça émet dans toutes les bandes quasiment. Hein. Alors surtout, il y a une bonne émission dans le bleu et aussi une émission dans les autres couleurs, hein, le rouge, l'orange, etc. La lumière du jour, du soleil, hein, je vous le disais, émet dans toutes les couleurs. Une lampe à incandescence également. Et il y a des technologies qui émettent, vous voyez, sur une frange très limitée. Donc ça, c'est intéressant. Sodium basse pression, par exemple, où une LED rouge va émettre vraiment uniquement une seule couleur très précise et donc perturber un minimum d'êtres qui ont besoin de la lumière pour leur mode de vie. Je ne sais pas si c'est bien clair cette partie-là, c'est pas pour rentrer dans les détails techniques, mais c'était pour bien expliciter le jargon et que tout soit clair. Voilà, s'il n'y a pas de protestation, je vais laisser Enora continuer. Alors, on peut faire effectivement un petit zoom sur certains groupes d'espèces qui vont être impactés directement par la lumière, notamment les insectes. Alors, on avait la même photo tout à l'heure, photo d'un ver luisant qui, effectivement, chez les vers luisants et les lucioles, ils vont communiquer grâce à la lumière qu'ils vont eux-mêmes produire. Et effectivement, quand la lumière ambiante dépasse celle qu'ils produisent eux-mêmes, ils vont avoir des difficultés à communiquer entre eux. Donc, voilà, donc là, c'est des animaux qui produisent de la lumière, donc en bioluminescence, qui vont directement être impactés. Sinon, comme je disais tout à l'heure, effectivement, directement à la source,
on va avoir un système de puits écologique où les insectes vont tournoyer autour des lampes parce que désorientés par la lumière. Chez les oiseaux, alors on sait que 2/3 des oiseaux réalisent tout ou partie leur migration nocturne, la nuit. Et comme ils s'orientent pareillement avec des repères visuels comme les astres, le ciel étoilé, etc., ils vont se voir déboussoler et puis ils vont tournoyer autour des points lumineux et vont mourir d'épuisement ou par collision. On va avoir des adaptations à la vie nocturne chez certains animaux comme les rapaces nocturnes qui vont avoir une structure notamment de la tête qui va essayer d'optimiser un maximum la lumière, le peu de lumière qu'il va y avoir dans l'environnement nocturne. Et donc, sur la tête va former une sorte de parabole qui va concentrer la lumière directement vers les yeux qui vont également être plus gros. On va retrouver ce système aussi chez certains mammifères nocturnes. Et ils vont également avoir, par exemple, un tapis lumineux dans le fond de l'œil qui va pouvoir réfléchir la lumière dans le globe oculaire directement et amplifier la réception de cette lumière. Et donc, ce type d'animaux vont vraiment être impactés directement par l'éblouissement à la source lumineuse. Chez les poissons, ils vont également être impactés, notamment si on prend l'exemple de l'anguille d'Europe, où son activité est plutôt nocturne. Et quand elle va redescendre les cours d'eau pour rejoindre la mer, elle va être gênée par la pollution lumineuse présente autour des berges, au niveau des écluses ou des ponts, par exemple. Voilà. Donc ça va affecter leur déplacement. Alors, chez les mammifères terrestres, comme je le disais tout à l'heure, comme pour les rapaces nocturnes, ils vont également avoir ce système de tapis lumineux dans le fond de l'œil, ce qui fait ces petits yeux brillants quand on les éclaire la nuit. C'est vraiment ce tapis-là qui reflète. Chez les mammifères tels que l'homme, par exemple, on n'a pas du tout cette adaptation à la vie nocturne. Donc, quand on nous éclaire les yeux dans la nuit, on ne voit pas ces yeux qui brillent comme ça. Donc, ils vont être dérangés directement par l'éblouissement et donc adapter leur trajectoire, leur déplacement en fonction de la lumière. Chez les autres mammifères, les chauves-souris, donc là, c'est un groupe d'espèces qui est bien décrit dans la littérature scientifique comme étant lucifuge. Donc, il fuit vraiment totalement la lumière, quelles que soient les espèces. Alors, certaines espèces vont quand même être opportunistes pour la ressource alimentaire quand on voit que sous les réverbères, il va y avoir des milliers d'insectes à y être piégés. Comme les chauves-souris d'Europe sont toutes insectivores, pour certaines, elles vont aller profiter de ce garde-manger sous les réverbères. Mais ce qui va du coup un peu perturber les relations proie-prédateur avec voilà. Mais c'est vrai que les chauves-souris, mis à part cet opportunisme pour l'alimentation, elles vont être affectées pour toutes leurs autres activités. Donc la lumière, de manière générale, chez les chauves-souris, se trouve néfaste. Et chez les reptiles et amphibiens, alors par exemple chez les amphibiens, on va avoir les mâles qui vont se faire plus discrets pour pas se faire repérer avec la lumière et donc vont moins chanter également. Donc les femelles vont s'accoupler avec les mâles les premiers venus en quelque sorte. Et donc ce qui va vraiment altérer la reproduction à terme. Les accouplements vont se faire plus rares. Et chez les reptiles, pareillement, alors les reptiles vont se repérer en partie par une vision infrarouge pour décrypter un peu l'environnement, le rayonnement thermique de leur environnement, et l'éclairage va brouiller cette perception qu'ils vont avoir de l'environnement nocturne, et donc venir perturber leur déplacement. Alors, voilà, alors ça c'est vraiment pour faire un bilan de tout ce qu'on s'est dit, mais voilà, on va avoir soit un éblouissement directement sous la source lumineuse, avec ça va profiter pour certaines espèces, mais de manière générale, voilà, la lumière artificielle de nuit va impacter sur le long terme toutes ces espèces.
que ce soit chez les migrateurs qui vont être impactés par le halo lumineux au-dessus des villes, et puis soit en lumière directe. Et donc, on va aussi avoir des enjeux effectivement d'astronomie liés à ces pollutions lumineuses, comme tu le disais au tout début, Frédéric. Sur la flore, on va également avoir des impacts. Ça va vraiment brouiller le rythme biologique des végétaux quand on va avoir une lumière soit due au halo lumineux, soit due directement à la source lumineuse, comme là on voit sur la photo, directement sur le feuillage des arbres, par exemple. Les bourgeons vont arriver plus tôt en saison, quand donc la végétation qui se retrouve en ville. Et puis ça va aussi impacter et les feuilles vont tomber aussi plus tard. Donc on va avoir un feuillage qui va persister de plus longuement sur l'année. Et ça va également avoir des effets sur la pollinisation, puisque la pollinisation se passe essentiellement la nuit. Et les insectes étant perturbés par ces pollutions lumineuses, ça va avoir un impact directement sur les plantes. Ok, merci, c'est très intéressant. On a tous appris des choses, je pense, moi y compris. Je reprends la main pour cette diapo, juste pour donner des précisions finalement sur quelles conséquences pratiques on en tire pour l'éclairage. Finalement, l'idée, c'est d'essayer de réduire ces nuisances. On a vu de quelle sorte elles sont. Et en fait, on peut travailler sur pas mal de choses sur l'éclairage par rapport à la situation standard qu'on avait. On peut travailler sur l'orientation, hein, concentrer le flux à l'endroit où il est utile. La couleur, hein, on a parlé, d'abord une partie du spectre qui soit moins gênante et qui soit la plus réduite possible. L'intensité, évidemment, éclairer juste ce qui est suffisant et pas plus, ça fait aussi des économies d'énergie. Et la période, le fait de couper l'éclairage au moment où il n'est pas nécessaire. Donc ça, c'est vrai tout le temps, c'est surtout vrai dans les zones de continuité écologique. Donc concrètement, voilà, je vais relire un peu ce qui est là, hein, mais c'est un ensemble de caractéristiques qu'on peut demander aux luminaires, hein. Donc déjà, enlever ceux qui ne sont pas utiles, bien régler les angles, avoir une hauteur de mât qui soit la plus basse possible, éclairer strictement la surface utile au sol, voilà, et mettre la bonne quantité de lumière avec le spectre le plus restreint possible. Au niveau de l'orientation spatiale également, on peut en tirer des conclusions, hein, ne pas éclairer les cours d'eau, ni l'espace naturel, etc. Maintenir une distance entre les lampadaires pour permettre un espace qui permette la traversée de la faune, et faire attention aussi au revêtement du sol pour éviter un sol qui réfléchit l'éclairage public. Donc voilà un petit peu ce qu'on peut tirer, hein, de manière générale comme enseignements en termes de techniques d'éclairage pour prendre en compte les enjeux qui nous ont été présentés. Donc suite à cette partie un peu technique scientifique, je voulais faire un tout petit point sur l'éclairage public sur notre territoire, donc avec présentant quelques données et puis un petit peu la présence du syndicat et différents niveaux d'intervention, donc de TE44. Au niveau des données, je vous en présente un petit peu ici. Je vous demande d'être indulgent parce que 2022, on n'a pas encore, jusqu'à il y a quelques semaines, on n'avait pas encore toutes les données sur DeepKey. Donc là, il faut que je retourne voir si on les a, mais ça prend pas mal de temps de faire tous les calculs, donc qui ne sont pas que sur l'éclairage public, mais sur tout un tas d'autres consommations. En tout cas, j'avais projeté les données 2022 en projetant le mois qui manquait, en basant sur les années précédentes. Donc c'est une estimation, mais qui normalement n'est pas trop éloignée de la réalité. Et on voit qu'il y a quand même une baisse sur 2021-2022, probablement due aux efforts qui ont déjà été faits en termes de réduction des plages horaires et d'un certain nombre d'autres actions mises en place. À gauche, j'avais donc en consommation, et à droite, vous avez... alors, c'est une facture, là, juste l'accès, c'est pas bon, mais c'est une facture, c'est bien en euros. Donc là, c'est sur tout le parc de la Carène, hors Saint-Nazaire. Donc, c'est les 9 communes, hein, de la Carène hors Saint-Nazaire. Et donc voilà, c'est juste pour avoir une idée un petit peu des volumes, hein, 3 millions de kilowattheures consommés par an, et puis un budget 500 000 euros qui descend jusqu'à 400 000 sur les dernières années. Ça, ce sont des données qu'on vous renverra prochainement de manière consolidée, avec les bilans énergie, etc., notamment qui sont réalisés par Vivien, pour que vous puissiez voir effectivement au cours du temps est-ce que les actions mises en place ont un effet ou pas. Il y a également le TE44 qui travaille sur le sujet. Fabien nous en dira plus.
Et là, c'était juste une diapo pour se rappeler le poids de l'éclairage public sur le territoire. Donc là, on est sur des moyennes 2020-2022 hein, pour lisser un petit peu les choses. Donc vous voyez que l'éclairage public, c'était 16% des consommations du patrimoine public par rapport, le reste étant l'électricité dans les bâtiments et le gaz dans les bâtiments. Donc vous voyez, c'est quand même pas négligeable. En facture, comme l'électricité est plus chère, le poids est un peu plus important. Donc j'ai pas affiché le pourcentage là, mais c'est à peu près 20%. Voilà, en moyenne sur les 3 ans. Donc ça, c'est juste pour resituer un petit peu les choses. Ensuite, je vais laisser la parole à Fabien. Alors Fabien, n'hésite pas à te présenter également pour les Oui. personnes qui ne te connaissent pas. Ok. Je t'ai rangé ta diapo où il y avait ton titre qui apparaît, mais je vais la remettre. Et je te laisse te présenter en un Donc, mot et après je te remets ta diapo. bonjour à tous. Donc, Fabien Jaili, moi je suis le responsable du service qualité et expertise en éclairage public au TE44. C'est un service transversal sur l'éclairage public. On est en support sur la partie travaux et maintenance. Alors, pour si bien que ça représente tout ce qui est conseil auprès des dimensionnements des luminaires, justement pour amener la bonne quantité d'énergie et de flux lumineux, comme ça a été évoqué un peu avant, et tout ce qui est partie contrôle qualité et la gestion de toute la donnée, c'est-à-dire de la gestion du patrimoine. Voilà un peu ce que représente mon service. Là, je voulais faire un petit zoom aussi sur l'intervention du TA44 sur la Carène. Donc, on intervient de façon différente sur les collectivités en fonction du transfert de compétences. C'est important, c'est je vais expliquer après, ne sera pas forcément au même degré d'intervention du TE44 en fonction du transfert de compétences. Si ça a été transféré, ou uniquement l'investissement, ou investissement plus maintenance. Je ferai un petit zoom tout à l'heure. Si tu peux passer à la slide suivante. Donc, je voulais faire un petit zoom sur justement le patrimoine connu de la Carène. Donc, on a 6772 points d'éclairage public, sur lequel on a 14% du parc qui est déjà en LED. Donc, ce qu'on disait tout à l'heure, c'était entre 15 et 20%. Donc, on n'est pas loin des moyennes nationales. Pour faire le lien avec la pollution lumineuse, on doit réduire voire éradiquer tous les points lumineux à vapeur de mercure qui ont un flux de lumière bleue. Donc, il y en a 233 encore sur le périmètre de la Carène et 72 luminaires type boule. Donc, il y a déjà eu des actions pas mal de réalisées pour réduire ces deux types de luminaires et on fera un petit zoom tout à l'heure. D'accord. Et là, donc, les autres luminaires qui sont ni des LED ni des vapeurs de mercure sont Donc, intermédiaires, sont quoi. C'est des autres principalement technologies. voilà, c'est Ouais. principalement du SHP, du sodium, avec un D'accord. peu de iodure ou de Cosmo, mais voilà, principalement du SHP. Et le SHT, c'est bien ou c'est pas bien, c'est moyen? Ça dépend Alors, de quelle technologie on parle, mais aujourd'hui, le mieux serait la LED, effectivement, avec la température de couleur qu'on disait inférieure à 3000. Le SHP est inférieur à 3000. Par contre, voilà, son défaut, c'est sa consommation. Mais il faut aller cibler d'abord les luminaires très énergivores, donc les ballons fluo, là, les vapeurs de mercure, les boules sur lesquelles on a 50% finalement qui est inutile parce que va vers le ciel. Et il y aura une troisième étape, c'est d'aller vers les luminaires SHP, des plus consommateurs vers les moins consommateurs. Aujourd'hui, on a des luminaires SHP qui sont en 70 watts. Le passage en LED, finalement, amènera un peu d'économie, mais beaucoup d'investissement. Donc voilà, il faudra prioriser, je l'expliquerai tout à l'heure. d'accord, ça marche. Alors là, j'ai découpé un peu l'intervention de Fabien en deux, hein. J'espère qu'il me pardonnera, que vous le pardonnerez, Pas de souci. parce que la dernière partie, on va rentrer vraiment dans le concret de comment on fait. Là, c'était juste l'état des lieux, un peu des données, du parc, etc. Donc, voilà, restez bien attentifs. Fabien va revenir pour nous parler plus concrètement de comment on fait tout ça. Des actions. Mais avant, vraiment rentrer voilà, dans le concret de ce que vous pouvez faire en tant que commune. Du coup, je voulais refaire intervenir Enora pour parler de la continuation en fait de ce qu'on a vu tout à l'heure et de comment on fait pour mettre en place au niveau intercommunal, voilà, au niveau du PNR, une trame noire. Donc, je laisserai nous expliquer ce que c'est qu'une trame noire et donc, quels sont les objectifs visés et puis voilà, comment ça s'organise en termes de gouvernance, etc. Donc, pour vous ayez une idée du cadre avant qu'on parle plus concrètement de qu'est-ce qui se passe au niveau communal, quoi. Donc, Nora, je te rends la parole. Merci.
Alors, du coup, peut-être pour présenter aussi un peu le parc pour ceux qui ne connaissent pas bien les limites du parc et quelles sont nos missions de manière générale. Le parc, en fait, se découpe sur 3 EPCI différents, donc Cap Atlantique, la communauté de communes de Pontchâteau-Saint-Gildas et puis la Carène, effectivement. Donc, c'est 21 communes en tout et une commune porte qui est Pornichet. Et ce parc-là a été créé en 1970. Et donc, ça représente en tout 56 900 hectares effectivement de terre. Et le parc est un parc naturel régional assez urbanisé, un des plus urbanisés de France, puisqu'on retrouve plus de 80 000 habitants qui y habitent. Nos missions au parc, on va avoir des missions un peu transversales. C'est principalement préserver, valoriser le patrimoine naturel et culturel des communes qui adhèrent à la charte du parc, favoriser le développement économique et la qualité du cadre de vie également sur le parc, aménager le territoire, et puis il y a tout un volet sensibilisation des habitants et des visiteurs qui peuvent venir sur le territoire. Et donc, on conduit également des actions expérimentales sur différents projets. Donc voilà pour une rapide présentation du parc. Donc, toutes les communes de la Carène sont impactées, sauf Pornichet qui est commune porte, là, je C'est sais ça. pas exactement ce que ça veut dire. Comme Mais en tout cas, voilà, soit elles sont totalement, soit en partie dans le parc. Donc en effet, ce C'est qui ça, suit va s'appliquer à tout le monde a priori. tout à fait, oui. Alors, qu'est-ce qu'une trame noire? Alors, c'est en fait décliné tout simplement de la trame verte et bleue qui doit parler pour certains, qui est née effectivement du Grenelle de l'environnement en 2007, qui est une démarche qui est faite pour lutter contre la fragmentation des habitats. Tout simplement, en fait, pour que les espèces puissent subvenir à leurs besoins et réaliser leur cycle de vie, elles vont devoir se déplacer dans leur environnement. Et on va retrouver donc les lieux où la biodiversité est la plus riche, où les espèces peuvent s'alimenter à partir desquelles aussi elles peuvent se disperser. On a ce qu'on appelle en fait des réservoirs de biodiversité. Et puis après, on va avoir les chemins qui leur permettent de se rendre entre ces réservoirs, sont appelés corridors écologiques. Voilà. Et en fait, la somme de ces réservoirs et de ces corridors, on appelle ça des continuités écologiques. Et donc, on va avoir ça pour la trame verte, donc pour tout ce qui est lié en fait à la végétation, etc. Et après, on va avoir la trame bleue, donc tout ce qui est continuité écologique au niveau de l'eau. Et en fait, la trame noire, elle va prendre en compte les effets de la pollution lumineuse et à la fois cette trame verte et bleue pour qu'on puisse extraire en fait une trame sombre. On va pouvoir le voir juste après. En fait, on peut définir, alors peut-être juste pour définir la trame noire, c'est donc un ensemble connecté de réservoirs de biodiversité et de corridors écologiques pour différents milieux sous trames. Donc on va avoir effectivement la trame aquatique, la trame des milieux humides, la trame boisée, les milieux ouverts, etc. Dont l'identification tient compte d'un niveau effectivement d'obscurité suffisant pour la biodiversité nocturne. Pour cette démarche de trame noire, on va avoir effectivement tout un volet d'abord technique où c'est simplement donc une cartographie d'abord du patrimoine naturel du territoire en question. Donc là, c'est identifier les réservoirs de biodiversité dont je vous parlais et les corridors écologiques pour chaque sous-trame qui existe sur le territoire. Et là, ça sera sur la base des données disponibles. Donc effectivement, là, il va y avoir un prestataire qui va s'occuper de cette démarche-là, sur les données disponibles, de recréer en fait une cartographie de la TVB sur le territoire. On a des bouts de TVB qui existent déjà, notamment sur la Carène. Donc le principe, ça sera de tout mettre bout à bout pour en faire une seule et unique. Ensuite, il va y avoir une cartographie de la pollution lumineuse. Donc là, pareil, sur la base d'imagerie satellitaire et puis sur les bases de données existantes du parc d'éclairage public, notamment via le CIDELA.
Et donc après, quand on aura ces deux cartographies-là, on va pouvoir les mettre, on va pouvoir les superposer, et puis ça va nous permettre d'identifier les secteurs à enjeu et pouvoir hiérarchiser effectivement les enjeux sur chaque secteur pour prioriser les actions prioritaires. Et après, donc, effectivement, on va pouvoir, à partir de ça, définir la trame sombre, donc extraire la partie la plus sombre de ces cartographies. Et alors ensuite, suite à cette définition de trame noire sur le territoire, on va pouvoir formaliser des prescriptions techniques en termes d'éclairage sur trois axes. En fait, on va pouvoir agir sur un axe plutôt technique, donc sur les caractéristiques des luminaires, comme on parlait tout à l'heure, sur la hauteur du réverbère, sur les spectres lumineux, etc. On va pouvoir agir sur l'axe temporel, donc les extinctions en milieu de nuit, etc. Et puis l'axe spatial, où on va pouvoir agir directement sur les points lumineux et leur répartition, donc leur densité, leur position, etc. Voilà. Et donc ça va nous permettre d'améliorer les équipements d'éclairage au sein des secteurs à enjeu qu'on aura identifiés à travers la trame noire. Donc ça, c'était pour le volet technique, donc qui va être porté donc par effectivement un prestataire externe qui va pouvoir faire toute cette démarche-là. Et puis on va avoir un volet en parallèle plutôt de sensibilisation et d'accompagnement des communes sur cette démarche de trame noire. Tu peux passer la diapo, ce que je voulais demander. Du coup, là, Oui. c'est ensuite formalisé dans les docs d'urbanisme, donc les prescriptions de la Et trame voilà. noire. Tu sais lesquelles? Est-ce que c'est le SCOT, le Alors ça va être PLU, plutôt PUI, aux échelles PLU et PLUI, effectivement, D'accord. voilà. Ok, très intéressant. Et après, donc effectivement, en parallèle, on va avoir un volet de mobilisation, de sensibilisation, avec un programme d'animation grand public qui débute dès cette année. Donc là, comme ça touche pas mal de secteurs, cette pollution lumineuse, on va avoir des approches sur l'astronomie, la biodiversité nocturne, des thématiques sur santé environnement également. Donc voilà, donc là c'est vraiment à l'échelle du parc, alors des 22 communes. On va avoir des ateliers thématiques et des réunions publiques aussi à destination donc, des communes, des élus, des services techniques des communes et puis des habitants. Et puis, on va avoir un accompagnement de 3 communes tests dès cette année, accompagnées par l'équipe du CNRS. Donc là, on va effectivement prendre 3 communes. Alors, ça sera, les communes ne sont pas encore définies à l'heure actuelle, mais ça sera en deuxième partie d'année que ça va se passer. Il est probable qu'il y ait une commune de la Carène qui fasse partie de cet accompagnement test. Et donc là, ça va être vraiment de faire de la concertation citoyenne autour de ces questions de pollution lumineuse avec des déambulations nocturnes et faire remonter les besoins des communes et des habitants à ce sujet pour pouvoir définir un plan d'action ultérieur sur ces questions-là. Et donc, on va aussi avoir un panel de formation auprès des élus des services techniques des communes sur ce sujet de pollution lumineuse qui reste peu connu en fait des communes de manière générale. Et puis après, on va avoir un accompagnement, un volet aussi sur l'accompagnement des entreprises avec la création d'une charte de bonnes pratiques en lien avec les éclairages. Voilà, donc on va aussi agir sur le secteur privé. Et puis, on va avoir toute une partie d'éducation à la pollution lumineuse auprès des scolaires avec notamment un projet fédérateur qui verra certainement le jour sur ces questions de trame noire au-delà de la trame verte et bleue. Donc, un sujet qui existe déjà, porté par le parc auprès des scolaires. Donc, intégrer cette notion de trame noire en plus auprès des enfants. Et alors, en termes de gouvernance pour cette démarche de trame noire, donc c'est vrai qu'on va avoir ces ateliers tests, ces accompagnements par le CNRS dès cette année
voilà, sur 3 communes. Et l'année prochaine, on va avoir vraiment le lancement du projet en termes de gouvernance avec un comité technique qui va être mis en place entre le parc, effectivement les syndicats d'éclairage 44 et puis aussi au niveau du Morbihan, et puis les 3 EPCI concernés par cette démarche-là, dont la Carène. On va également avoir un comité de pilotage, donc pareil c'est le comité technique, mais avec en plus effectivement des personnes concernées au niveau de la région Pays de la Loire et puis du département également. Et puis un comité des partenaires où là on va retrouver tout un tas de partenaires publics ou privés. Et puis, on va retrouver aussi des associations, des structures de recherche, etc., pour pouvoir travailler de manière technique sur le projet, et donc se réunir plusieurs fois par an. Voilà. Et on va avoir aussi des groupes de travail thématiques où là, on va réunir autour de la table les élus et techniciens intéressés de chaque commune ou EPCI, et puis également des associations intéressées pour refaire sortir des actions pour tout ce qui est volet entreprise, volet mobilisation citoyenne, éducation à l'environnement et tout un tas d'autres thématiques en lien avec le sujet. Donc voilà, donc cette gouvernance-là, elle va être mise en place dès 2024 et pour plusieurs années, voilà, sur tout le long du projet. Ok, merci. Wow, tout un programme. C'est intéressant d'avoir cette vision un peu prospective de ce qui va se passer, parce qu'en effet, on voit qu'il y a différents enjeux, le sujet se complexifie un petit peu, et donc on dépasse en partie le niveau communal. Alors, pas pour tout, hein, même pour certains enjeux. C'est vrai qu'il se passe des choses, et alors, il y a eu des réunions qui ont été faites, mais je ne sais pas si les participants qui sont au webinaire ont été dans ces réunions techniques concernant la trame noire, là, donc c'est intéressant d'avoir ces informations. Donc, merci à toi, Enora. Donc maintenant, on va passer sur la partie un peu plus pratique, sur finalement, à partir de tous ces éléments, qu'est-ce qu'on peut faire pour mettre en place un plan d'action ou un plan de gestion, hein, tout simplement, de son éclairage public. Donc, Fabien va revenir à la rescousse pour nous aider. Donc avant, je vais présenter ce diagramme qui n'est pas de moi, hein, que j'ai trouvé qui me paraît intéressant en termes de stratégie de gestion, hein. Donc l'idée, alors ça dépend où vous en êtes, ce que vous avez déjà fait, mais dans un premier temps, on va chercher forcément à diagnostiquer, c'est un peu comme pour les bâtiments d'ailleurs, hein, de savoir à l'aide d'audits et de schémas directeurs, de savoir quel est notre parc lumineux, quelles sont nos consommations, etc., quelle est l'évolution de ces consommations. Et une fois qu'on a diagnostiqué, c'est planifier avec un SDAL, hein, on y reviendra, un schéma directeur d'aménagement lumière, avec aussi en prenant en compte la trame noire et les différents niveaux de planification, hein, PLU, PLUI, aussi également il y a des choses dans le PCAET, etc. Donc il y a, comme sur chaque sujet, hein, une intrication des différentes politiques. Donc finalement, avant de se lancer dans quelque chose, il faut bien, on disait tout à l'heure, réfléchir en amont et être responsable pour prendre en compte les différents enjeux, les différents acteurs qui pourraient avoir un avis intéressant à donner. Donc une fois qu'on a fait un diagnostic et une stratégie, on peut agir. Et agir, ça peut être, il y a une partie déjà de suivre les données, hein, avec par exemple un logiciel. Alors soit ça peut être fait en propre, soit ça peut être fait par le syndicat, on y reviendra, ou par un acteur supra-communal. Et puis ensuite, il y a lancé des marchés de travaux, réaliser des études complémentaires, etc. Voilà, donc encore une fois également, soit en régie, soit en déléguant la compétence. Pour voilà, pouvoir réaliser les travaux nécessaires d'adaptation du parc et de maintenance pour arriver au résultat qu'on a planifié. Donc, ouais, c'est relativement logique comme démarche, mais je voulais avoir la présenter quand même. Donc pour l'instant, on a beaucoup parlé du diagnostic, là, avec les trames noires, avec les impacts, etc. Maintenant, on va parler un petit peu plus de la partie action. Donc je vais laisser Fabien reprendre la main. Alors, avant quand même, une dernière diapo sur le diagnostic, c'est sur le SDAL, le schéma directeur d'aménagement lumière. Mais je vais laisser Fabien en parler, il en parlera mieux que moi, voilà, sur quelle est un petit peu comment ça se passe, à quoi ça sert, etc. Je te laisse la Merci. parole, Fabien. Ouais. Oui. Donc, effectivement, nous, le T44 réalise des SDAL pour le compte des collectivités. Donc, il ne faut pas hésiter à revenir vers nous si vous voulez qu'on mette en place sur votre
commune en fait un SDAL personnalisé. Et en parallèle, on va essayer de réaliser un SDAL à l'échelle du TE44 pour en fait avoir une trame commune à l'ensemble des collectivités adhérentes. Et ce SDAL-là sera communiqué à toutes les collectivités. Et le SDAL que là, aujourd'hui, on propose et qui est déjà en place, on a déjà 2 années derrière nous de réalisation, commune par commune, c'est vraiment identifier justement les trames noires sur lesquelles on doit adapter l'éclairage public. Et on identifie aussi les différents matériels, la temporalité d'éclairage avec les parcs, les zones type lotissement ou les centres-bourgs pour amener un peu de sens dans l'organisation de l'éclairage. D'accord. Donc voilà pour Et les SDAL. tu m'expliquais quand on se parlait au téléphone un peu l'intérêt d'avoir un SDAL départemental et d'avoir un peu une cohérence entre d'une commune à l'autre. Tu veux redire un mot sur ça peut-être? Oui. Alors, Je trouve ça effectivement, aujourd'hui, on intéressant. fait des SDAL commune par commune et on s'est dit il faut avoir une cohérence sur l'échelle du TE44 parce que euh, par rapport à la biodiversité, en fait, on dit qu'il n'y a pas de frontières sur les communes et passer d'une collectivité qui serait entièrement allumée toute la nuit à côté d'une autre qui fait l'effort d'éteindre, finalement, ça ne mène pas de cohérence pour les animaux, pour les humains aussi. C'est-à-dire dans les trajets, vous passez d'une collectivité qui, à 20h, va être coupée, pas d'éclairage, et vous arrivez dans l'autre à 2h du matin et il y a de l'éclairage. Donc, il faut amener une certaine cohérence pour nous, utilisateurs du domaine public, mais aussi pour toute la biodiversité, qu'elle ne passe pas dans des zones suréclairées, puis après dans des zones sombres, puis après des zones suréclairées. Il faut amener vraiment une cohérence au-delà de l'échelle de la commune. Donc le TE44, notre première exigence, en fait, c'est de suivre le réglementaire. C'est toujours assez simple d'aller là-dessus. Il y a un arrêté qui est sorti en décembre 2018, donc sur la pollution lumineuse. Donc on suit scrupuleusement ce qui est inscrit dessus. Et on se dit, voilà, on ne va pas au-delà. Et on essaie même plutôt d'aller en dessous de cette norme-là. On parlait tout à l'heure des températures de couleur. L'arrêté stipule qu'il faut mettre du 3000 maximum. Aujourd'hui, on essaye de mettre du 2007 ou du 2002 en température de couleur, parce que finalement, c'est aussi agréable. Et puis sur la temporalité, même chose, l'extinction des parcs, c'est normalement la fermeture. On essaye de se dire, ou à 1h du matin, certaines zones, on dit pourquoi aller jusqu'à 1h? On redescend à 23h. On fait de la préconisation au maximum à la norme, voire en dessous. Donc même chose sur les installations électriques, sur les performances, la 13201 justement sur les niveaux d'éclairement, on réajuste aujourd'hui. Ce qu'on disait par téléphone, c'est par rapport à la vitesse. L'éclairage il fallait un certain niveau de luxe quand on roulait à 50 dans un centre-ville. Aujourd'hui, on a énormément de zones 30, donc on a besoin de moins d'éclairage parce que du fait qu'on a une vitesse réduite, on a un temps de réaction, une distance de freinage qui est faible, donc on peut se permettre pas d'éteindre, mais de réduire la quantité de lumière. Tout ça est lié à l'aménagement finalement et la vitesse permet de réduire l'éclairage public, permet de réduire aussi les pollutions lumineuses. Donc, si on éclaire moins, on dépense moins d'électricité. En plus, les gens ralentissent et dépensent moins d'essence. Donc, ça va bien ensemble. Voilà. Il y a une logique Il à y tout a ça. un lien entre tout ça quand même. Donc, ça, c'est ce que tu as en partie dit. Là, Voilà, je t'ai pas passé la voilà, diapo. voilà ce que j'expliquais tout à l'heure. Donc le rayon d'action du T44, effectivement, c'est l'éclairage public et la mise en valeur du patrimoine. Comme tu l'as présenté au tout début, il y a d'autres axes et on y réfléchit particulièrement sur la partie privée, qui est non négligeable. Aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a énormément de lotissements ou de résidences privées avec une pollution lumineuse sur laquelle aujourd'hui, comme c'est du privé, on ne peut pas agir. Donc voilà, nous aujourd'hui, uniquement sur la partie éclairage public et mise en valeur. Les actions, comme j'ai expliqué tout à l'heure, tous les luminaires qu'on pose depuis plusieurs années sont inférieurs à 3000 Kelvin. Et on a déjà des zones où on met du 2004, 2007. Exemple sur le parc de Bruyères, aujourd'hui, on met du 2007 et du hors aglo, on est en 2004. Sur la temporalité, on expliquait aussi l'extinction. Aujourd'hui,
Alors, de moins en moins, mais il y a des parkings qui étaient éclairés toute la nuit. Donc, on met des systèmes pour pouvoir couper l'éclairage des parkings à partir d'1h du matin. Même certains, aujourd'hui, à partir de 22h, coupent l'éclairage sur des parties parking. Tout ça, c'est écrit dans l'arrêté. Donc, on essaye de s'y référer pour aider les collectivités en fait, à prendre le choix en disant bah, c'est la réglementation. Et puis le troisième sujet, c'était la suppression de l'ULR, donc c'est tout le flux lumineux qui part vers le ciel, donc avec une obligation inscrite dans l'arrêté pour le 1er janvier 2025. Donc, une fois qu'on a dit tout ça, en fait, on se rend compte, quand on rencontre les collectivités, que c'est pas simple de dire bah, par où on commence. On ne peut pas tout faire le même jour. Et donc, on a essayé de faire quelque chose d'assez ludique sur la stratégie. Donc, il faut d'abord, si vous prenez la première lanterne sur votre gauche, donc c'est un ballon fluo, donc c'est interdit depuis quelques années, et ça consomme énormément pour quasiment aucun flux au sol. On a fait des études d'éclairement avec un luxmètre au pied de ces lumières-là, c'est moins qu'un clair de lune. Donc, et pourtant, ça consomme 150 watts en haut. Donc voilà, c'est la priorité des investissements. Ensuite, bah, pour le 1er janvier 2025, c'est les luminaires type boule. Puis vous voyez tout le champ d'action en fait, de luminaire vétus vers l'obsolète pour finir vers la LED. Donc on essaie de prioriser les investissements sur le plus grand intérêt énergétique et aussi sur l'axe biodiversité et réglementaire. Il faut mettre les trois en parallèle pour arriver à prioriser les bons investissements. Donc là, je redétaille un petit peu. Donc voilà, priorité TE44, c'est d'accompagner les collectivités sur éradiquer les ballons fluo. Donc c'est l'ampoule en forme de ballon de rugby blanc. Donc c'est un terme ballon fluo, mais ce n'est pas les boules, hein. C'est la source à vapeur de mercure, donc, qui est interdite à la vente depuis 2015. Et donc aujourd'hui, il y a le côté réglementaire, la vente de cette lanterne qui est interdite depuis 2015. Et il y a l'axe aussi d'économie d'énergie. Aujourd'hui, quand on remplace ce type de luminaire, on est aux alentours de 75% d'économie d'énergie et avec un flux lumineux plus important. Donc, on améliore la qualité de l'éclairage et on réduit de façon assez significative la consommation d'énergie. Ensuite, la priorisation 2, qu'on a fait tous ces luminaires ballons fluo, c'est les luminaires type boule. Donc là, le réglementaire nous dit pour le 1er janvier 2025, donc tous les luminaires avec un ULOR qui va vers le ciel, donc 50% du flux vers le ciel. Donc, on a une action là-dessus, je vous l'expliquerai un petit peu plus tard, pour identifier ces luminaires-là. Donc ça, c'est l'action 2. Si tu peux passer au niveau 3. Et donc ça alors, ouais, effectivement, il y avait le petit texte. Aujourd'hui, donc le réglementaire, c'est pour le 1er janvier 2025. Et sur les retours d'expérience des luminaires changés, on est aux alentours de 50% d'économie d'énergie, ce qui se justifie par le 50% finalement qui allait vers le ciel. Une fois qu'on a fait ces deux catégories de matériel en rénovation, on s'attaque aux luminaires énergivores et vétustes. Donc vous avez un peu les photos, c'est les photos de vos territoires. C'est des luminaires sans vase qui tiennent avec du scotch ou des résins. Donc on se dit, bah voilà, il faut prévoir de rénover ces luminaires-là. Le gain, il est énergétique, des sources souvent supérieures à 100 watts. Et puis, il est aussi sur la réduction du coût de maintenance, parce qu'il faut être régulièrement intervenir sur ces luminaires finalement qui ne sont pas étanches, et donc qui prennent l'eau et qui finissent par ne plus fonctionner. Et donc, même chose, un potentiel d'économie de 50% sur ce type de luminaire. Donc ensuite, bah, pour concrètement ce qu'on a mis en place, on a fait fin 2022 une campagne liée à la sobriété énergétique sur la reprogrammation des horloges. Donc les collectivités nous ont contactés
Et donc, on a créé des coupures de nuit sur certaines horloges qui fonctionnaient toute la nuit et augmenté les plages d'extinction sur certaines qui étaient en coupure. Donc aujourd'hui, sur la Carène, on est intervenu sur 3 communes et il y aura un retour qui sera fait lors une commission territoriale le 12 avril sur les gains que ça a apporté. Donc là, on est en train de faire les calculs. Ensuite, sur le premier semestre 2023, comme on a identifié, je vous expliquais au début, les luminaires ballons fluo à vapeur de mercure et les boules. Donc, on est en train de faire un inventaire de ces luminaires sur tout le territoire du TE44 pour justement vous faire un retour sur le second semestre en disant voilà les zones sur lesquelles il faut investir en priorisant justement ces 2 types de luminaires à rénover, les ballons fluo et les boules. Donc, on avait besoin de faire cet inventaire. On avait quelques écarts sur la donnée. Et comme j'expliquais à un moment, on a une complexité avec tout ce qui est lotissement privé, où effectivement, on n'a pas la main forcément sur la rénovation et les collectivités non plus, c'est du privé. Mais on essaye de mettre en place une solution d'accompagnement pour aussi enlever cette consommation importante d'électricité liée à l'éclairage et cette pollution lumineuse. Et donc, pour fin 2023, comme je l'expliquais, on va faire un retour vers les collectivités avec les zones sur lesquelles il faut investir pour l'année 2024 avec les boules et les ballons fluo. Donc, c'est à construire. On essaye de trouver une solution de communication assez simple pour vous accompagner dans les investissements et de faire de l'investissement de façon régulière et pas massive. D'ailleurs, on change tout le parc en 2023 ou 2024. Donc ça, c'est des chiffres un peu pour vous. Le remplacement des points lumineux, il faut compter environ 1 000 € par point lumineux. Donc le remplacement uniquement du luminaire, c'est-à-dire enlever le luminaire type boule pour en remplacer par un luminaire LED. Après, ce prix varie en fonction de l'état du mât et du réseau. On essaye aussi, il y en a actuellement pas mal en cours, c'est de capter tous les financements liés à l'éclairage public pour accompagner aussi les collectivités et amener une opportunité financière de faire de la rénovation. On a l'UMACT, on a le Fonds vert, on a le FEDER, on en a énormément. Le plus important pour nous, c'est de vraiment comprendre ces financements, quels sont les périmètres pour être éligible à ces financements. Et une fois qu'on a bien compris ça, on revient vers les collectivités en disant voilà, il y a une possibilité d'avoir des aides financières si vous faites telle action. Donc, dès qu'on a capté finalement des financements possibles, on reviendra vers vous en disant voilà, mais c'est pour telle action. Ce que tu m'as expliqué, c'est que plutôt que discuter avec une commune, faire un plan d'action et ensuite aller chercher les financements, vous captez de toute façon des financements et revenez, c'est ce que tu as dit, là, vers les communes avec des opportunités, quoi. Voilà, parce que chaque collectivité finalement aura des intérêts différents sur l'investissement et la rénovation de l'éclairage public. Et si on arrive, nous, le but c'est de mutualiser, si on arrive avec 1 ou 2 communes pour dire voilà, on a un plan d'action, c'est difficile de capter des financements. Alors que si on dit voilà, nous on veut mettre en place une action sur les 180 adhérents du TE44, les financeurs regardent ça d'un autre œil que c'est vraiment sur quel axe on agit. Alors, j'ai voulu montrer un peu en exemple le programme l'UMACT, là, puisque ça fait partie des programmes actés tels que celui qui finance ce webinaire. Voilà, du coup, qui est bientôt terminé, hein, qui accompagne, enfin, finance différents lots, ceux qu'on a vus tout à l'heure, hein, d'audit, d'outils de suivi et de maîtrise d'œuvre pour agir. Donc là, Fabien, vous avez répondu à ce projet? Voilà, donc nous on a répondu fin d'année, on a été attributaire finalement du projet tout début 2023 sur le lot 1 et le lot 3. Sur le lot 1, justement, c'est l'identification des luminaires type boule et ballon fluo pour créer cet inventaire et mettre en place un plan d'action pour éradiquer ces 2 types de luminaires et aussi pour accompagner les communes qui ont déjà fait une démarche de PPI.
Donc, on a une vingtaine de collectivités sur lesquelles on a des PPI en cours et finalement vont bénéficier d'une aide financière supplémentaire. Sur le lot 2, on n'est pas retenu parce qu'on avait déjà un outil GMAO. C'était pour financer des outils de GMAO pour les collectivités qui n'en avaient pas du tout. Et le lot 3, c'est justement par rapport au SDAL et la trame noire, sur lequel on va avoir un peu de financement justement pour accompagner, entre autres, le parc de Brière pour mettre en place la trame noire. On est passé un peu vite tout à l'heure. Tu peux redire juste que c'est le GMAO? C'est un La SIG GMAO, ou peut-être? c'est l'outil SIG pour la maintenance. Ok. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a encore, on a échangé avec d'autres syndicats et des métropoles. Il y en a certains qui sont encore avec des outils type Excel dans la gestion de leur base de données. Et donc, effectivement, il y a une complexité pour cibler les investissements. Donc, l'outil de GMAO permet de mieux maîtriser le parc, de son fonctionnement et de cibler les gisements d'économie d'énergie. On n'était pas éligible, on a déjà une GMAO sur lequel sont intégrées les 147 communes en maintenance au TE44. Ok, ça marche, merci. Donc, on voit mieux avec tout ça, qu'est-ce qu'on peut faire pour agir, qu'est-ce que vous pouvez proposer aux communes. Et donc, voilà, selon, je m'adresse là aux communes, selon là où vous en êtes, selon vos projets et vos niveaux de compétences en interne. Voilà, n'hésitez pas à contacter Fabien éventuellement pour voir, Il ne faut pas faire le hésiter. point sur les compétences transmises, sur l'accompagnement que vous souhaitez, etc. Fabien, tu voulais dire encore un mot, parce que c'est ta dernière diapo, du coup, si Oui, tu ben, veux en justement, on parler dit de l'accompagnement. Après, je vais finir sur une ne pas hésiter conclusion. à revenir, ne pas hésiter à revenir vers moi sur justement l'accompagnement. Vous avez différents besoins. On accompagne déjà des collectivités là, pour des PPI, mais on peut aussi faire uniquement la partie conseil sur l'état du patrimoine, savoir justement, de toute façon, on reviendra vers vous avant fin d'année pour vous faire un topo sur les ballons fluo et les boules sur chacune des collectivités, mais ne pas hésiter déjà à prendre contact avec moi et qu'on fasse une sorte d'état des lieux et de dire quelles sont les priorités d'investissement. Ça marche. Et tu l'as dit, mais vous êtes aussi membre, enfin, c'est Nora qui l'a dit tout à l'heure, alors, je ne sais plus quel organisme de gouvernance de la trame noire, là, du comité technique, je crois. Donc, vous avez aussi le regard sur ce qui se passe, sur ces discussions qui vont avoir lieu au niveau intercommunal pour ensuite adapter votre Ben oui, proposition à ça aussi, hein, j'imagine. oui, oui, c'est important parce que si il est écrit des règles finalement dans ce document qui sera réalisé pour la trame noire, il faut que nous on puisse les mettre en œuvre et qu'on n'ait pas une autre version et finalement qu'on ne réponde pas et que ce document soit rapidement obsolète. Donc le but c'est de le construire ensemble et nous on a l'œil plutôt sur comment on le mettra en œuvre dans le cadre de la rénovation de l'éclairage public et effectivement aussi dans les extensions, de dire attention, c'est pas des zones à éclairer. On aura ciblé justement toutes ces zones aux alentours des plans d'eau ou dans des corridors de trajet d'animaux. Ok, ça marche. Alors, juste une dernière diapo pour rappeler qu'il y a aussi une question d'acceptabilité sociale et de communication auprès des administrés. Voilà, soit d'un point de vue un peu informatif, donc vous avez tous vu ces affiches, hein, que vous pouvez placer à l'entrée des communes, soit voilà, il y a aussi des labels qui existent pour montrer qu'on a fait des efforts, des campagnes de communication pour voilà, mettre en valeur le scène nocturne, etc. Donc il y a évidemment tout un pan social, hein, et de lien avec les administrés à avoir. Donc je pense que sur ces sujets-là, je vous apprends rien, mais je voulais juste voilà, finir avec cette diapo pour rappeler que c'est pas un sujet que technique. Donc il y a un certain nombre d'acteurs qui sont impliqués, des acteurs plutôt professionnels, hein, dans la gouvernance de la trame noire notamment. Et aussi, c'est important, comme toujours, d'impliquer les acteurs non professionnels, hein, les citoyens, ben, pour avoir un peu leur avis, pour qu'ils s'approprient bien les enjeux, etc. Et être sûr que tout ça se passe le mieux possible. Donc, nous arrivons, il est 12h13, nous arrivons pile à l'heure, quasiment à la fin de notre présentation. Donc, on a encore un espace pour prendre vos questions. Alors, vous ne nous avez pas interrompu, soit que tout était très clair, soit que vous avez gardé vos questions pour la fin. N'hésitez pas, si c'est le cas, à poser des questions maintenant.
Voilà, on a encore du temps, hein, les intervenants et moi-même, pour vous répondre. Je regarde s'il y a des commentaires. Attendez. Aura-t-on le document par mail? Oui, vous aurez le diaporama par mail et vous aurez même accès au replay, hein, voilà, pour vos éventuels collègues qui n'auraient pas vu la présentation. On met tout sur YouTube et donc ensuite ça peut être revisionné. Ça marche. Pas d'autres questions? Vous êtes sûr, il n'y a pas de questions bêtes, hein, vous savez, comme d'habitude, il faut en profiter. Ou de Moi, j'avais juste commentaires. une question trouille de Oui. Montoire. J'avais juste une question assez technique. En fait, depuis très longtemps, il y a eu des projets de variation, de modulation, d'extinction d'un éclairage sur deux, et ça recoupait un peu la remarque sur la spatialisation des points lumineux. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a on va dire, un bilan qui est fait, ou est-ce qu'on est encore dans des doutes? C'est-à-dire, est-ce qu'aujourd'hui, c'est ou allumage ou extinction, avec tout ce qu'on s'est dit, hein, sur la qualité des appareillages, ou il y a encore des solutions intermédiaires de modulation, d'extinction 1 sur 2, de détection? Alors, je peux répondre techniquement. Il existe énormément de solutions. Elles ne sont pas toutes finalement adaptées à l'ensemble des lieux. Sur la variation, ça existe, ça marche très bien. Par contre, ce qu'il faut, c'est que ce soit mis en place uniquement donc avec la technologie LED et sur les endroits qui vont rester allumés toute la nuit finalement. On ne peut pas faire de la variation puis de l'extinction. Donc, c'est-à-dire que nous, dans les projets, de toute façon, quand on fait de la rénovation d'éclairage et qu'on est sur du permanent, c'est-à-dire allumé toute la nuit, d'office, on vous propose de faire de la variation. Par contre, aujourd'hui, on a énormément. On a fait une requête sur laquelle on est à plus de 80% du parc finalement qui est éteint la nuit. Et donc, il n'y a pas d'intérêt de mettre de la variation quand vous faites de l'extinction. Donc ça, c'est pour la variation. Sur le sujet du 1 sur 2, là, on s'est rendu compte, et il y a eu pas mal d'études là-dessus, où finalement c'est assez accidentogène, parce que vous créez des trous noirs entre deux mâts, et c'est souvent là qu'il y a accident. Donc il vaut mieux finalement laisser allumer ou entièrement éteindre une rue que de faire du 1 sur 2. C'est pas une technique finalement, c'était un moyen de faire des économies parce que à l'époque n'existait pas la variation. Aujourd'hui, si vous voulez laisser une rue allumée, il vaut mieux la laisser entièrement allumée et de faire de la variation à partir de, mettons, 22 heures, vous abaissez à 50% le flux lumineux. Parce qu'effectivement, il y a moins de voitures à partir de 22 heures, donc on peut se permettre de réduire la quantité de lumière. D'accord, merci. Et puis après, vous aviez un autre sujet sur la détection. Alors là, on fait plusieurs tests. Ça fonctionne bien. La détection, c'est bien sur une zone finalement qui est peu utilisée. Et il y a deux types de détection, la détection de voiture et la détection de piétons. Ce n'est pas du tout les mêmes appareillages. Si vous faites de la détection piéton, la voiture ne veut pas être captée et inversement. Donc c'est possible, mais on reste assez vigilant sur cette technique-là. On a fait quelques comment on appelle ça, de chantiers tests pour lequel, s'il y a trop de passages, finalement, ça reste toujours allumé. Et donc, vous allez cesser dans une technologie qui n'est pas utile parce qu'il y a une détection toutes les 5 minutes et finalement, ça fait un peu effet sapin de Noël. Et c'est pas. Alors là, je reviendrai sur l'axe biodiversité, c'est pire, c'est vous créez du noir et ça rallume, et vous recréez du noir et ça rallume. C'est pas l'idéal. Par contre, sur une zone qui est peu utilisée, on a le cas de cheminement piéton, de liaison entre une salle des fêtes et un centre-bourg. Donc là, ça fonctionne très bien. On le propose régulièrement parce que le cheminement piéton est utilisé pas tous les soirs et très peu utilisé. Et donc là, effectivement, l'intérêt de laisser allumer toutes les nuits n'a pas de sens. Et là, la détection, du coup, prend tout son sens. On vient allumer uniquement quand quelqu'un passe sur le chemin. Merci. Il existe beaucoup de technologies, mais voilà, il faut des configurations pour qu'elles soient efficientes. Ok, merci, c'est très clair. D'autres questions? Non? Très bien. Alors, il reste peut-être un commentaire. Non, c'était un remerciement. Eh bien, merci à tous d'avoir participé à ce webinaire. Merci à nos deux intervenants qui ont permis d'avoir des informations vraiment concrètes et professionnelles sur le sujet.
Donc, on vous enverra le diaporama et le replay par mail très prochainement. Et je rappelle le prochain webinaire qui aura lieu le 12 avril, attention à 14 h, changement d'horaire, sur le sujet des matériaux biosourcés dans le bâtiment. Sont-ils une source de satisfaction ou pas? Donc, nous verrons ça également avec des intervenants sur le sujet. D'ici là, je vous souhaite un bon appétit, une bonne journée. Et puis, n'hésitez pas à nous contacter pour d'autres questions sur le sujet si elles vous viennent suite à ce webinaire. Merci à vous. Merci. Et au revoir. Merci Frédéric. Merci, au revoir. Au revoir.